Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le pouvoir algérien vient de décider d'un allègement du confinement qui pose question. À plus forte raison que ce confinement était déjà discutable, plutôt désinvolte, où les attroupements, les déambulations anarchiques dans des marchés non moins anarchiques étaient monnaie courante. On ne comprend donc pas les raisons qui ont incité à siffler une sorte de récréation pour un confinement qui n'en était pas vraiment un. Et à plus forte raison que le risque d'une très forte vague de propagation du virus plane toujours sur le pays. Essayons de faire une sommaire comparaison avec ce qui se passe dans les pays occidentaux, nos voisins de l'autre côté de la Méditerranée. Ces pays sont vraiment très pénalisés par le confinement, parce que ce ne sont pas des pays qui vivent de la rente pétrolière. Eux ont une économie qui crée la richesse tous les jours et qui ne peut pas se permettre de geler ses activités, ne serait-ce un seul jour. Elle est comme un vélo. Si elle s'arrête, elle tombe. Ils ont déjà perdu, ces États, des centaines, voire des milliers de milliards de dollars ou d'euros. Pourtant, malgré les colossaux moyens qu'ils ont déployés contre le fléau, malgré l'ultra-performance de leur secteur respectif de la santé publique, malgré le respect par leur population des mesures barrières et malgré la pression exercée sur eux par les grands manias de l'économie pour mettre fin à ce confinement justement, ces États tiennent bon et refusent de céder aux pressions des grands groupes financiers et économiques, même s'ils laissent espérer un prochain allègement des mesures de confinement, mais en fonction des résultats qu'ils auront obtenus dans leur lutte contre la pandémie. En Algérie, c'est tout à fait le contraire. La rente hydrocarbures mise à part, il n'y a quasiment pas d'économie créatrice de richesse, hormis les activités quasi informelles d'une bourgeoisie non moins informelle, un très sommaire secteur tertiaire et une petite agriculture presque vivrière. Il n'y a presque plus rien dans le pays, ni industrie, ni tourisme, ni haute technologie, ni aéronautique, ni que ce soit d'autre. Même le confinement le plus drastique, le plus intégral qui puisse s'imaginer, n'aurait pas changé vraiment grand-chose à la situation économique du pays. Les seuls gens qui souffrent vraiment de ce confinement bon enfant à la limite, qui a été instauré de façon très aléatoire, les seuls gens ne sont que les pauvres, les très pauvres, ces millions d'Algériens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Parce qu'il n'y a aucune forme d'assistance aux plus démunis, ou ceux qui sont tout autant gênés sont les petits commerçants, qui risquent de mettre les clés sous le paillasson parce qu'eux aussi ne bénéficient d'aucune aide sérieuse. Par contre, les critères objectifs et qui plaident pour un renforcement du confinement, et non pas pour son allègement, sont légion. Un secteur sanitaire naufragé, incapable de faire face à l'épidémie, si elle prend plus d'ampleur. Absence quasi totale des moyens de protection individuelle et collective. Insuffisance hurlante de lits de réanimation. Impossibilité financière de procéder à des tests de dépistage massifs, etc., etc., etc.
Le régime ne pourra donc pas faire face à une aggravation de la situation. Il n'en a pas les moyens. De plus en plus de régions dans le pays l'ont compris, par ailleurs, qui s'organisent désormais tout seuls, dans leur quartier et leur village. Confinement, solidarité, modération dans la consommation, ce sont leurs maîtres mots. Jusque-là, et malgré les 432 morts officiellement annoncés, la situation peut sembler sous contrôle. C'est loin d'être le cas. C'est juste que la vague du fléau n'a pas encore déferlé. Et il est possible que la pandémie soit éradiquée, ou qu'elle soit éradiquée par les autres, ceux qui sont en face, ou qu'elle observe une décrue naturelle, une décrue d'elle-même, et qu'elle ne touche pas l'Algérie à un même niveau que le reste du monde. Mais l'inverse peut se produire, et de façon gravissime. Le pouvoir aurait été plus inspiré s'il avait mis à profit ce répit que lui a offert la nature pour renforcer ses remparts et préparer la résistance. C'est très loin d'être le cas, puisque le régime a perçu la pandémie un peu comme une aubaine qui lui a permis, croit-il, de briser le hirak et de renforcer son dispositif sécuritaire et répressif. Et quand le président Tebboune, appelons-le comme ça puisqu'il a été imposé aux Algériens, quand il vient déclarer sans rougir qu'il a la prémonition, l'intime conviction, sans plus d'arguments scientifiques, qu'il a donc cette intime conviction et cette intime prémonition que la pandémie prendra fin toute seule à la fin du mois d'avril. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Quand, contrairement à cette très loufoque sortie, tous les experts sérieux disent ne pas se laisser tromper par cette accalmie relative, puisque des indices objectifs laissent penser à une soudaine et très grave possibilité de propagation. Cet allègement du confinement, jusqu'à autoriser les salons de coiffure, les magasins de vêtements et de chaussures et les blanchisseries, etc., reste très énigmatique, tout comme les raisons qui ont incité à restreindre les heures de confinement dans certaines wilayas et pas dans d'autres, tout comme les horaires de confinement qui varient de l'une à l'autre pour on ne sait quelle raison. Un couvre-feu, ce n'est pas un confinement, c'est un couvre-feu qui varie d'une région à l'autre. La situation est pourtant bien plus grave que décrite par Tebboune, puisque de l'avis d'observateurs avertis, le pays est à un moment fatidique où la pandémie risque d'exploser subitement et à une ampleur exponentielle. C'est donc désormais à la société et à la société seule de se prendre en main, de s'autoprotéger par un confinement très strict. Personne n'est à l'abri désormais. Une vie vaut bien plus qu'un qalbellouz ou une coupe de cheveux. Vous venez de voir l'image de Walid Kchida qui vient d'être incarcéré parce qu'il a fait de l'humour sur sa page Facebook. Ça veut dire que l'arsenal pénal, ce fameux amendement, a été déjà ébranlé. Ça y est, la première victime vient de tomber. Avec nous, donc, pour parler de cette émission dont le titre est « Algérie, pourquoi ces allègements du confinement ?» Abdelhak Serrab, médecin, militant politique. Azdine Toumi, militant politique UDS. Brahim Younsi, ancien cadre du MDA de 82 à 89. Et nous allons commencer par Azdine Toumi, qui est en Algérie
et qui va nous dire un peu ce qu'est la situation. Asdin Toumi, merci d'être avec nous. Bonjour mon ami Jamal, bonjour à tous tes invités et merci pour votre invitation. Merci Asdin. Alors, donc voilà, le confinement déjà en Algérie, est-ce que c'était vraiment du confinement sérieux où les gens ne sortent pas? Parce que je vais vous dire, Asdin, ici en France par exemple, vous vous croiriez dans un film de science-fiction. Vous sortez dehors, il n'y a personne, personne. Ou la police qui circule pour vous demander de présenter votre autorisation de sortie. Dans les commerces, par exemple, les grandes surfaces, c'est distanciation 1 mètre entre deux clients, c'est des gens qui rentrent doucement au moment où d'autres sortent. C'est vraiment des mesures très drastiques. Et en Algérie, quelle est la situation? Quelle était la situation avant cet allègement? Avant cet allègement, pendant les horaires où les gens sont autorisés à sortir, moi-même pour faire des achats, etc., donc je suis contraint de sortir. Donc les gens sortent. Il y en a ceux qui prennent au sérieux les mesures de distanciation sociale, etc. Il y en a certaines personnes quand même qui prennent des choses à la légère, mais globalement, moi, j'ai constaté qu'il y avait une prise de conscience quand même générale dans la majorité des cas où les gens respectent plus ou moins cette distanciation sociale. Mais pendant les heures du couvre-feu, moi-même, j'avais une urgence médicale ce week-end. Donc, j'étais contraint d'avoir une autorisation pour sortir. Et je vous assure, vers 17 heures, quand j'étais dehors, je me suis fait arrêter à tous les barrages. C'est en brandissant mon autorisation que j'ai pu me rendre au lieu à l'hôpital. Donc C'était assez sérieux quand même. Oui, pendant les heures, je les dirais, heures de pendant couvre-feu. les heures du couvre-feu, oui, c'est assez sérieux. Peut-être ils autorisent 15 minutes, 20 minutes ou une demi-heure à partir de 15 heures de retard pour les retardataires, etc. Mais je vous assure, à partir de 16 heures, ils exigent quand même les autorisations. Il y a des barrages partout. Donc, et puis même la population, elle a commencé à prendre conscience, malgré elle. Avec l'approche du Ramadan, les gens, et même la durée, après 15-20 jours de ce couvre-feu, les gens commençaient quand même, surtout les jeunes, parce que ils sont en bonne santé, etc. Ils prennent à la légère les choses. Donc, dans les houmas, dans les quartiers, les jeunes, ils sortent comme ça. Mais au-delà de 16 heures, comme ça, 17 heures, les gens rentrent quand même chez eux. Mais pourquoi ce couvre-feu et ces horaires? Par exemple, ici en Occident, c'est confinement 24 sur 24. Parce que le virus, il ne va pas dormir pendant le couvre-feu. Le virus ne connaît pas de couvre-feu. Pourquoi avoir décrété ce très étrange couvre-feu, par exemple aujourd'hui, à partir de 17 heures, de 19 heures jusqu'au matin? Et là, dans la journée, les gens peuvent sortir normalement. Je pense que moi, je ne suis pas un spécialiste en médecine ni en épidémiologie, mais en tout cas, je pense que ça doit être par rapport au contact des uns des autres, c'est-à-dire plus on limite le contact des gens entre eux, plus on limite la propagation du virus. Et nous avons une économie fragile, un système de commerce très fragile. Donc, je pense qu'un confinement total ne convient pas à notre société ni à notre économie. D'ailleurs, d'où la nécessité d'en s'y trouver le pouvoir pour alléger ces mesures de confinement, disons, par guillemets, parce qu'on a vu pas mal de secteurs qui étaient dans l'agonie, qui étaient dans l'asphyxie, notamment tout ce qui est en relation avec l'artisanat, tous ces petits vendeurs, ces petits magasins, les cafés, les coiffeurs, les restaurants, etc., même les restaurants, les cafés qui continuent à souffrir. Donc, et pour un petit peu alléger cette pression et réduire cette pression sur ces secteurs-là, que le pouvoir avait pris cette décision. Mais je pense que pour le moment, la propagation du virus n'est pas très grave ici en Algérie. On constate que c'est une propagation, disons, douce, au rampante, on n'arrive pas à voir le pic. Dieu merci d'ailleurs, parce que, comme vous le savez,
nous n'avons pas, un système de santé assez solide pour faire face à une situation grave. D'ailleurs, même les pays occidentaux, même les États-Unis, même tous ces grands pays-là se sont retrouvés dans la difficulté pour faire face à des pics importants de cette pandémie. Donc, pour le moment, Dieu merci. Et je reviens sur le point du confinement. Moi, je ne sais pas comment le pouvoir avait pris cette décision de mettre ces horaires-là, mais en tout cas, la philosophie, je pense, c'est réduire le contact des uns des autres, mais quand on regarde de près le comportement, c'est-à-dire comment les choses se sont déroulées, on voit que c'est vrai qu'il y a des contradictions, parce qu'il y avait certains marchés qui étaient laissés ouverts, il y a certains rassemblements, certaines administrations où, quand on voit comment ils distribuaient de la semoule ou comment les gens... Justement, ces attroupements autour de la semoule, ces attroupements pour aller s'inscrire, pour avoir cette fameuse indemnité de confinement qui a été suspendue depuis, qui a été clôturée, on a vu des gens s'agglutiner les uns aux autres, parfois par centaines, en présence de policiers ou de gendarmes, le plus normalement du monde. Oui, d'abord, ni le pouvoir, ni le peuple n'y peuvent rien, parce qu'il y avait une certaine psychose à un certain moment, qu'il y aurait des pénuries. Et c'est vrai qu'il y avait un manque de semoule dans les magasins. Ce manque qui commence maintenant à se dissiper petit à petit. Mais le pouvoir avait laissé faire certains attroupements, avait laissé faire certains comportements qui certainement auraient pu, je ne sais pas, moi je ne connais pas l'impact. Encore une fois, moi je l'ai toujours dit, on n'a pas les moyens, je ne pense pas sincèrement qu'on a les moyens d'avoir les vraies informations, c'est-à-dire les vraies statistiques et les vrais chiffres, parce que on est un pays d'abord grand et puis on n'a pas l'habitude d'avoir affaire à ce genre de calcul, ce genre de statistiques, ce genre de centralisation d'informations, etc. Donc, mais on ne sait pas l'impact qu'a eu ces attroupements sur la propagation du virus. Mais en tout cas, maintenant, c'est-à-dire en voyant sur le terrain, moi je discute avec des médecins, des amis ou des militants, etc., qui nous disent que dans les hôpitaux quand même, il y a il y a pas une grande pression pour le moment. Et donc, Dieu merci, c'est ça le plus important, parce que la santé des Algériens est la plus importante, la santé des uns et des autres. L'inquiétude peut-être assez diminuée un petit peu, mais elle n'est pas encore partie totalement. Donc, on s'inquiète pour les uns et pour les autres. On s'inquiète pour nos parents, pour nos familles, pour les Algériens. Et que Dieu bénisse ce peuple et ce pays. Restez avec nous. Nous allons voir une image parmi beaucoup d'autres très nombreuses de ce confinement où nous allons voir un petit attroupement, pas beaucoup de gens, mais un petit attroupement quand même, à côté d'un zlebji, pour la zlabia du Ramadan. Regardez. Vous allez voir, voilà. Voilà, zlabia, rachid, les gens sont littéralement collés les uns aux autres autour du zlebji. Les gens déambulent tranquilles, comme s'il n'y avait rien du tout. Alors, Abdelhak Sarrab, médecin, militant politique, merci d'être avec nous. Merci, c'est Jamal-Din. Merci. Alors, Abdelhak Sarrab, vous êtes avec nous en Skype normalement, je crois. Hein? Oui, normalement, oui. Attendez, j'attends de vous voir en Skype. Voilà, très bien. Alors, Sahar Mdanek. وانت زاد سي جمال الدين وصحة فطور الجميع عزول فلاوي عزول بالله. Alors, Abdelhak Sarrab, le confinement, vous avez vu, vous êtes vous-même médecin ici, vous êtes au charbon, hein, vous êtes vraiment au front de la lutte contre la pandémie, mais en plus, vous voyez comment ça se passe.
Dans les rues, il n'y a personne. C'est très, très réglementé. Les mesures de distanciation sanitaire ou sociale sont très respectées. Presque tout le monde porte des masques. À l'intérieur des magasins, les gens sont loin les uns des autres. Et pourtant, eux, ils ont des moyens de faire face. Hein, des moyens de santé publique, tout moyen, de l'argent, tout. Et pourtant, eux, ils respectent le confinement. Et chez nous, ils ont décidé que non, ce n'était pas tellement grave, qu'il fallait alléger ce qui était déjà très léger. Quel est votre avis sur cette question? Oui, Gemeldine, le monde est malheureusement depuis le mois de décembre en pleine guerre mondiale. Nous avons entamé la Troisième Guerre mondiale, une véritable guerre qui n'a d'égal que la Deuxième et la Première Guerre mondiale, sauf que cette fois-ci, contrairement à la Deuxième Guerre mondiale par exemple, où l'ennemi, les nazis, étaient vus et on pouvait les voir et les palper, et qu'aujourd'hui, le virus, on ne le voit pas. Donc on est dans une situation beaucoup plus grave que la Deuxième Guerre mondiale. D'ailleurs, beaucoup de chefs d'État, aussi bien en France, en Allemagne, aux États-Unis, parlent de guerre. Et à la guerre, comme à la guerre, soit les gens sont formés pour se battre et ils vont sur le front, soit ils n'ont pas les moyens de se battre, ils se confinent. Sauf que au nord, les pays riches ont les moyens de fournir ce qu'il faut à leurs médecins, à leurs infirmières, à leurs aides-soignantes, leurs soldats qui se trouvent sur le front, ils leur donnent les moyens qu'il faut pour qu'ils se battent. Et ils donnent les moyens qu'il faut aussi aux gens qui n'ont pas les moyens de se battre, c'est-à-dire le moyen de se confiner. Le confinement, si jamais le dit, a une facture, il a un coût. Les pays du Sud, tels que l'Algérie, non seulement nous n'avons pas les moyens de fournir le matériel qu'il faut à nos médecins, aides-soignantes, infirmières pour qu'ils se battent sur le front, mais on n'a pas les moyens non plus financiers pour assurer le coût du confinement. D'où ce cafouillage. Nous sommes dans une situation de catastrophe. On a du mal à gérer. Nous sommes doublement pénalisés. Nous n'arrivons pas à nous battre sur le front parce qu'on manque de moyens et de structures. Et on n'arrive pas non plus à se confiner parce qu'on n'a pas les moyens de financer ce confinement. C'est cet échec du système politique algérien, ce qui se passe, cette guerre contre le coronavirus, cette incapacité à se battre, cette incapacité à se confiner, elle reflète l'échec d'une société, la société algérienne, le système algérien qu'on a mis au point depuis 1962 est en faillite. Nous sommes dans une situation de faillite, il faut l'admettre, et il faut s'organiser en fonction de ça. Mais pourquoi ce régime qui dispose de réserves de change, hein, à la guerre, comme vous avez dit, la situation étant extrêmement grave, pourquoi n'a-t-il pas recouru à ces réserves de change plutôt que de penser à lui-même pour faire durer le plaisir et rester le plus longtemps au pouvoir? Pourquoi n'a-t-il pas recouru à ces réserves pour distribuer des indemnités aux plus démunis, pour mettre en place une organisation qui puisse aller vers les gens et non pas envoyer les gens se coller, s'agglutiner les uns aux autres pour une misérable indemnité de 10 000 dinars qui n'a même pas été au bout d'ailleurs. Elle a été interrompue quand ils ont remarqué l'ampleur des demandeurs. Pourquoi ne pas avoir essayé de mettre à profit cette accalmie, justement, pour essayer de se préparer à une éventuelle propagation massive et subite? Je pense que le régime en place n'a pas pris conscience de l'ampleur et de la gravité de la situation. La situation est gravissime. Nous avons une double crise, une crise sanitaire, en l'occurrence la crise liée au Covid-19 et qui s'est compliquée d'une crise économique. Et effectivement, vous avez raison, je l'ai publié moi-même sur ma page où j'ai appelé à ce qu'on débloque 1 milliard de dollars, voire même 2 milliards de dollars. La vie humaine n'a pas de prix. On assure un confinement complet d'1 mois à 2 mois en débloquant 1 à 2 milliards de dollars et qu'on aille vraiment à la guerre. On équipe nos médecins, nos infirmières, nos aides-soignantes, on les équipe correctement pour qu'ils puissent faire face à la pandémie, tout comme on assure le confinement en fournissant, comme vous l'avez bien dit, ce qu'il faut aux ménages qui sont obligés de se confiner. Or, le régime n'a pas pris conscience de la gravité de la situation et il a continué à gérer la situation au jour le jour, ce qui explique un petit peu ce qui se passe. J'ai jamais vu un pays
où l'on fait 200 à 300 tests par jour devant une pandémie d'une telle ampleur. Et après, on s'auto-assure en disant on n'a pas beaucoup de cas. On n'a pas beaucoup de cas parce qu'on n'a pas fait suffisamment de tests de dépistage. Et il va falloir, si on veut déconfiner, il y a aussi des règles. Si on veut déconfiner, il faut fournir des masques, il faut fournir le maximum de kits pour faire des dépistages, et tout ça, on ne l'a pas. Donc en se confinant, on n'a pas les moyens de se confiner, et en levant le confinement, on n'a pas les moyens non plus de le lever. Donc on est complètement perdu. Alors, on ne peut pas se confiner parce qu'il n'y a pas d'argent pour inciter les gens à rester chez eux et leur donner des indemnités adéquates. On ne peut pas faire de dépistage parce qu'il n'y a pas d'argent. Quand vous comparez les 1500 tests de dépistage environ en Algérie comparés aux 500 000 dépistages par semaine de l'Allemagne, il n'y a pas photo. Mais en plus, moi, ce que je voudrais vous demander, au sujet de ces lits de réanimation, ces lits qui sont destinés généralement aux gens en phase critique respiratoire, vous êtes médecin, vous savez bien que quand il n'y a pas de lit pour quelqu'un qui est dans cette situation, il meurt. Il n'y a pas une autre. Or, on est en train de dire qu'il n'y a que 400 lits, contrairement à ce que nous dit M. Tebboune, il n'y aurait que 400 lits de réanimation. Comment ça va se passer si jamais, à Dieu ne plaise, la pandémie se propage beaucoup plus gravement? Si je me donne un lit de réanimation, c'est vraiment un ensemble. Il n'y a pas que le lit, il y a le respirateur qui peut coûter jusqu'à 5 000 €. Il y a le pouce-seringue. Un seul pouce-seringue, un malade a besoin de 3-4 pouces-seringues. Un seul pouce-seringue peut coûter jusqu'à 1 500 €. Le scope, chaque malade a besoin d'un scope. Un scope peut coûter 3 000 €. Une nuit de réanimation, un peu partout dans le monde, c'est l'équivalent de 3 000 €. Donc, étant dans une situation économique qui est connue de tout le monde, on est dans une situation économique gravement malade, avec un hôpital malade, avec un système politique qui est malade. Donc, la situation fait qu'on n'a pas suffisamment de lits de réanimation. Effectivement, un pays comme l'Allemagne, ils ont rapidement mis au point 25 000 lits de réanimation et ils ont averti tous les hôtels, ils leur ont demandé de se tenir prêts pour qu'on transforme, en cas de pandémie gravissime, qu'on transforme toutes les chambres d'hôtel en chambres de réanimation. Ça, c'est le cas allemand. Même chose en France. On avait, il y a quelques mois, 5 000 lits de réanimation, pas plus. En quelques semaines, ils ont pu atteindre l'équivalent de 14 000 lits de réanimation. Or, en Algérie, effectivement, on parle de 400, mais moi, j'aimerais bien voir ces 400 lits de réanimation. Je suis persuadé qu'un grand nombre d'entre eux n'est pas conforme aux normes mondiales. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'une ampoule d'adrénaline, on utilise beaucoup l'adrénaline en réanimation, on utilise pour chaque malade plusieurs ampoules. Une seule ampoule de 10 millilitres, elle coûte 17 €. On n'est pas prêt économiquement, on n'est pas prêt d'un point de vue structural, on n'est pas prêt d'un point de vue politique. Et puis ce n'est pas disponible en plus. Les respirateurs en ce moment, ils sont introuvables sur le marché mondial. Mais justement, la chancelière Merkel, qui est là depuis des années et qui a fait de l'exportation son fer de cheval, elle a toujours parlé d'exportation. Il y a quelques semaines, les Italiens ont fourni une demande d'importation de respirateurs allemands. La chancelière allemande a dit « niet ». Pas d'exportation, on n'exporte pas, sachant qu'un respirateur peut coûter jusqu'à 5 000 €. Elle a refusé un chèque de plusieurs millions d'euros parce qu'elle a gardé les respirateurs allemands pour le peuple allemand. Il n'y a pas assez de respirateurs sur le marché international, effectivement. Or, nous, on n'a pas de respirateurs et on n'a même pas l'argent pour importer des respirateurs. On est dans une situation de catastrophe. Restez avec nous, je reviens à vous dans un moment pour vous demander de nous parler de la prédiction genre Nostradamus de M. Tebboune qui nous a prédit que la pandémie prendrait fin à la fin d'avril. Je reviens à vous dans un moment. Brahim Younsi, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Merci. Alors j'attends de vous voir sur le Skype. Ah, il y a un souci, il semble. Ça a été coupé. Brahim Younsi? Moi, je vous entends. Ah, voilà, je vous vois. Très bien. Alors, Brahim Younsi, merci d'être avec nous.
En revanche, moi, je ne vous vois pas. C'est moi qui vous remercie de nouveau. Espérons que l'image va revenir. Brahim Younsi, qu'est-ce que vous pensez donc de cet allègement d'un confinement qui n'en était pas un vraiment, qui était très colonie de vacances en quelque sorte, mais qui l'a vraiment... et puis, différence entre wilaya et une autre, et puis des commerces qui sont autorisés, bien sûr sous la condition de certains critères, mais qui n'en sont pas moins autorisés, comme les coiffeurs, etc. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que nous l'avons dit la fois précédente, à savoir que une population comme la nôtre, il y a des gens qui peuvent se confiner parce qu'ils ont des espaces de confinement. Il y a des populations qui ne peuvent absolument pas se confiner. Et ce n'est pas de leur faute. Vous avez employé un mot à l'instant que j'ai oublié. Ce n'était pas pour eux la récréation. Parce qu'ils ne pouvaient pas tout simplement se confiner. Ensuite, ils ne pouvaient pas se confiner aussi parce qu'ils devaient aller trouver les moyens de nourrir leur famille. Mais ce qui me semble, sur le plan politique, important à dire, en tout cas à mes yeux. Attendez, Brahim Younsi, je me permets de vous interrompre justement, parce que pour apporter de l'eau à votre moulin, vous dites qu'il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre le confinement. Nous allons regarder une petite vidéo et vous commenterez après. Regardons. اخوتي خليونا يرحم والديكم، خليونا نخدموا بابيتوش تعاونونا، خليونا نخدموا. هذه في 2 ملايين دين، الطفل مجاعة وانا مجاعة، الذراري راهم ما لقاو ما ياكلوا. الكسرة طلبها باه يجيب الولاد باه ياكلوا. نحن سائقي سيارة الأجرة لولاية عنابة رانا نعانيهم من الأمر تاع الأمر. دركا كاين دي تاكسي يرفضوا لهم الكرا تاع النيمرو. فهمتي المجاهد قاعد يطالب فيهم في النيمرو، مين حيجيب له سي تاكسيار ما لقاش ياكل يروح يخلص 12 مليون تاع الكرا. درك كي تقولوا تاكسيار ما يخدمش، تاكسيار جاتكم مسمى العين غير على تاكسيار، ترى الحوان تحلينهم يتلموا بالعشرة وتاكسيار يهز بزوز بلايص، جاتكم شغل على العين العوره تاكسيار ما يخدمش، هي حقره هذه يا خويا. Brahim Younsi, juste pour traduire pour ceux qui ne parlent pas l'arabe, il nous dit, monsieur, très simplement, s'ils ne peuvent pas nous aider, alors qu'ils nous laissent travailler. Il a dit ça en substance. Hein. Nous, on veut bien le confinement, mais à condition que je n'ai pas de quoi faire nourrir mes enfants. Il a dit comme ça. Je vous laisse commenter, Brahim Younsi. Oui, tout à fait. Et puis, il y a tous nos compatriotes qui, malheureusement, n'ont pas même un logement où se confiner. Mais il y a une lecture politique à faire, me semble-t-il. Parce qu'il y a quelques semaines ou il y a quelques jours, le porte-parole de la présidence de la République accusait la Révolution d'avoir participé, d'avoir permis la propagation du virus. Souvenez-vous. Or, ce déconfinement, alors que nous savons que les épidémiologues, que les virologues savent qu'il y a encore un danger, et singulièrement dans un pays comme l'Algérie, où, semble-t-il, le pic d'épidémie n'a pas ou n'aurait pas été atteint. Parce que, précisément, on ne fait pas de tests de dépistage, et où les tests de dépistage sont très largement insuffisants. Donc, nous ne savons pas si le pic épidémique a été atteint ou non. D'autre part, c'est la Révolution qui avait appelé par anticipation à ce que les rassemblements s'arrêtent. Alors, en tout cas, que la Révolution suspende les rassemblements. Ce n'est pas le pouvoir qui l'a fait. Le pouvoir a essayé de manipuler en jouant tantôt la baguette, le bâton et tantôt la carotte. C'est-à-dire que le système ne sait pas, le pouvoir illégitime ne sait pas où il va.
Ce déconfinement, vraisemblablement, selon bien entendu les médecins, les infectiologues, qui, eux, sont à la pointe du combat contre le virus, nous laissent penser, nous disent que d'abord, il va y avoir une deuxième vague, et ensuite, dans un pays comme l'Algérie, étant donné que le confinement n'a pas été, et nous l'avons entendu chez vous tout de suite, n'a pas été un confinement intégral, un confinement sérieux, si j'ose dire, pour que la maladie, pour que le virus se propage encore et continue à se propager. Cela est indéniable qu'une deuxième vague est à venir dans un pays comme le nôtre. D'ailleurs, même les pays qui ont les moyens, et nous le vivons, je suis en France, et nous le vivons en France, avec le déconfinement qui approche. Le conseil scientifique du président de la République française n'est pas d'accord pour que l'on déconfine. C'est une position politique et économique. Ce n'est pas parce qu'il y a, chez nous ou ailleurs, ce qui est vrai qu'il y a un collapse économique, il y a une crise économique, que la vie humaine, parce que si ce Covid a été utile à quelque chose, si permettez-moi l'expression, et si j'ose dire, c'est qu'il a mis l'homme, il a remis l'homme au centre des préoccupations politiques. Et ça, c'est une chose qu'on est en train, mondialement et singulièrement dans notre pays, en train de mépriser et d'effacer, si j'ose dire. C'est l'homme qui est revenu au centre des préoccupations. Or, maintenant, on voit bien que c'est l'économie qui est en train de prendre le dessus, comme si la vie humaine, face aux problèmes économiques que nous vivons, et des problèmes économiques graves, nous laissons l'homme mourir. C'est ce qui se passe en ce moment au Brésil, où les gros détenteurs de capitaux, les propriétaires de la quasi-totalité de l'économie brésilienne, ont mis le forcing sur le politique pour le contraindre à mettre fin au confinement, parce que, vous savez, les milliardaires de ce type sont à l'abri, ils sont naturellement confinés, leurs familles aussi, mais que les pauvres meurent par millions, ce n'est pas un problème, et ils vont déconfiner au Brésil, et tout le monde prévoit une hécatombe. Mais sinon, vous parliez de pics qui n'auraient pas été atteints et de vagues, de premières vagues, mais selon certains experts, et ce n'est pas seulement une question de pic, mais ils sont en train de nous dire que même la première vague n'est pas encore vraiment arrivée en Algérie. Ce sont des cas. Et ils s'attendent à ce qu'une vague, ils parlent même de déferlante. Pourquoi ? Par rapport aux conditions justement de non-confinement, aux conditions de non-dépistage, aux conditions d'un secteur de santé complètement défaillant. Ils parlent d'une vague qui pourrait se propager très vite, très fort, très massivement et un peu partout en même temps. Et donc, si tel est le risque, à Dieu ne plaise, ce régime aurait dû faire le contraire de ce qu'il est en train de faire. Profiter de ce répit que lui a offert la nature pour essayer de se barricader plutôt que de déconfiner davantage. Vous savez, le système algérien, le pouvoir illégitime d'Alger a toujours, depuis fort longtemps, fonctionné par le mensonge. Et vous l'aviez dit la dernière fois, le pouvoir d'Alger ment purement et simplement à nos compatriotes, aux citoyens algériens, parce qu'il prétend avoir maîtrisé l'épidémie, alors qu'il n'a rien maîtrisé du tout. Il ne maîtrise strictement rien. Ce n'est pas lui qui a maîtrisé la situation. Donc, personne ne sait, en vérité, ce qui se passe dans le pays. Nous ne savons pas pourquoi le nombre de cas confirmés est si peu élevé, 3400 cas environ. Pourquoi il n'y aurait ou il n'y a que 3400 cas
dans un pays de 45 millions d'habitants. Nous ne savons pas. Nous ne savons pas pourquoi le pouvoir essaye de tirer la couverture à lui pour nous dire c'est lui qui a bien géré la situation. Mais nous ne savons pas parce que nous savons. Ce que nous savons, en revanche, c'est qu'il a très mal géré la situation. La preuve en est qu'il y a des populations qui sortent dans la rue, qui se rebellent quasiment. Et cela, évidemment, l'Algérie est constituée d'une population jeune. Et c'est vrai que dans certaines catégories de la population, dans certaines classes d'âge de la population, et qui sont en plus en bonne santé, heureusement, le Covid, tous les infectiologues, tous les médecins le disent, le Covid, la maladie, paraît bénigne et bénigne. C'est aussi un critère dont il faut prendre en cause. Mais la population algérienne est aussi vieille. Il y a un pourcentage assez élevé de personnes âgées et qui ne sont pas dépistées. Il y a beaucoup de personnes âgées chez nous qui meurent et qui sont mortes pendant cette période-là, mais qui sont mortes chez elles. Nous ne savons pas de quoi elles sont mortes. Qui ne sont donc pas comptabilisés comme victimes du corona. Tout à fait. Parce que beaucoup de décès ont eu lieu dans cette période-là et dont nous ne savons pas de quoi ces personnes-là sont mortes parce qu'elles sont d'un certain âge. Et restez avec nous, Brahim Younsi, je reviens à vous dans un moment, mais il n'y a pas seulement que des personnes âgées, il y a aussi des personnes âgées et des personnes très démunies qui ne peuvent pas se permettre le confinement. Elles sont obligées de sortir de chez elles pour aller faire la quête de leur viatique quotidien. Ce n'est pas possible pour elles de rester confinées, quel que soit le risque, serait-il un risque de mort. Et Ezzeddine Toumi, avant de vous poser la question justement sur cette catégorie de nos compatriotes qui se comptent en millions et qui ne bénéficient d'aucune aide, quasiment aucune. Ils ont lancé cette fameuse indemnité de Tebboune de 10 000 dinars qu'ils ont clôturé tout aussitôt après l'avoir envoyé, puisqu'ils se sont rendus compte que c'était des millions de gens qui allaient s'inscrire. Et nous allons voir une image très parlante, je m'excuse de vous la passer, cette image, elle est vraiment atroce. Je suis désolé de devoir vous la passer. Regardez. هاي دولة العدالة، هاي دولة القانون، هاي دولة تبون، شعبية كل مزبل، حسبنا الله ونعم الوكيل. تخلصوها قاع حتى والله غير رانا شعب سيء، نخرجوا قاع حتى تنحوا قاع، لو جوه الشر. كليتوا الدنيا زيدوا جوعتوا الشعبي. Ezzeddine Toumi, au sujet de ces compatriotes qui se nourrissent dans les poubelles, qui se nourrissent de l'aumône publique, ou qui ont la chance parfois d'être assistés par leurs proches ou par leurs voisins, mais qui aujourd'hui se comptent par millions. On parle de 10 millions, soit le quart, un peu moins que le quart de la population algérienne, qui serait vraiment dans le besoin de nourriture. Ezzeddine Toumi. C'est une image quand même frappante qui marque les esprits. Mais vous savez, cher Jamel, si ce n'est la solidarité du peuple algérien, la solidarité des familles algériennes, ces images-là se répéteraient à des milliers de fois, parce que effectivement, c'est cette tranche de la société qui a pris le coup, notamment sur le plan économique, et même si la maladie demain s'aggrave, c'est cette couche qui sera touchée de plein fouet. Je pense qu'en Algérie, nous sommes arrivés à une situation où tout est à faire, parce que rien n'a été fait, ni sur le plan économique,
ni sur le plan, ni sur le plan de la santé, ni sur le plan de l'éducation, ni de l'université, etc. Nous, aujourd'hui, si on veut dire la vérité, c'est pour le bien-être de ce pays, pour le bien-être de ce peuple, il faut bien regarder les choses, il faut être réaliste pour pouvoir faire quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a pas une économie digne de ce nom qui pourra garantir, ne serait-ce que une vie décente pour les familles algériennes. Beaucoup de familles sont dans la souffrance aujourd'hui, et ce n'est pas uniquement cette année. Moi, je connais, notamment dans les villages où je vais souvent, notamment au mois de Ramadan ou dans les autres mois de l'année, quand on voit la misère, comment les familles souffrent, jusqu'aux denrées alimentaires, oublions les vacances, la voiture, tous ces conforts de la vie, mais le minimum, quand on a un pouvoir qui est incapable d'assumer ses responsabilités. Après avoir dépensé 1200 milliards de dollars. Gaspillé, pas dépensé. Oui, après avoir ruiné une économie, ruiné tout un pays, et aujourd'hui, quand on prend tous les classements qui se font dans le monde, que ce soit sur le plan de l'éducation, de la santé, de la liberté d'expression, et j'aimerais bien y revenir après. Justement, je vais vous poser une question sur Karim Tabou et son procès d'aujourd'hui, justement. L'université, l'éducation, la santé, dans tous les secteurs, l'Algérie, elle est classée dans les dernières places, elle occupe les dernières places. Le dernier classement, il y a une semaine, sur le débit d'Internet, on est classé après la Palestine, après la Somalie, et ça, c'est des choses quand même qui ne devraient pas avoir lieu aujourd'hui. Quand on voit l'Algérie, ses capacités, son potentiel dans l'agriculture, dans la jeunesse, dans les richesses souterraines, dans tout cet espace qu'elle possède, le désert, les montagnes, on peut développer le tourisme, on peut faire beaucoup de choses. On peut devenir une grande puissance dans la région, et on voit l'Algérie, elle est dans tous les classements, on occupe les dernières places. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, moi aujourd'hui, je me suis déplacé à Kléa devant la justice, où le procès de Karim devrait avoir lieu. Il a été reporté jusqu'au 1er juin. Et je me suis déplacé après devant la prison parce qu'on voulait quand même être proche des avocats qui l'ont visité. D'abord, je tiens à rassurer tout le monde que Karim va mieux, beaucoup mieux. Il a récupéré avec sa force, grâce au soutien de la population, grâce aux efforts des avocats qui étaient toujours là pour le rassurer, etc. Donc, il va mieux. Je tiens à remercier tous les soutiens pour sa famille, pour lui et pour ses amis aussi. Je tiens aussi à remercier et à saluer chaleureusement les intellectuels, journalistes, historiens qui ont pris l'initiative cette semaine et ont mis à jour hier un comité de soutien, un comité sauvant Karim Tabou, parce que Karim Tabou est vraiment à long terme en danger. C'est un homme qui a été emprisonné avec comment dirais-je, avec des accusations qui n'avaient aucune base juridique. Mais la dernière fois, lui voulait qu'on reporte son procès lorsqu'il a eu son attaque. Ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas reporté son procès. Et non seulement ils ne l'ont pas reporté, quand il s'est effondré, qu'il a été emmené, ils l'ont jugé par défaut, en son absence. Et cette fois-ci, alors qu'il veut qu'on ne reporte pas son procès, ils l'ont reporté. Pourquoi l'ont-ils reporté? Non, aujourd'hui, c'est la défense qui a demandé le report parce que la Cour veut faire un procès à distance sur Skype, et les avocats ont jugé utile d'avoir un véritable procès, un procès équitable où Karim pourra se défendre, pourra être présent, ses avocats pourront être présents et plaider pour lui. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé ce procès, et vu la conjoncture avec le coronavirus,
Donc la Cour elle refuse de faire un procès digne de ce nom. Mais en tout cas, autour de cette affaire de Karim Fabou, globalement, depuis son arrestation le 11 septembre, il y a un traitement exceptionnel qui est réservé à cet homme depuis sa mise en isolement, à sa libération le 25, puis sa réincarcération le lendemain, c'est-à-dire le 26, puis à 2 jours de sa libération, le 24 mars, à 2 jours de sa libération. Donc on le réveille le matin dans sa cellule et on l'emmène à la cour de Ruisseau. Il est présenté devant le juge. Karim demande à ce que son procès soit, parce qu'il n'était pas au courant, ses avocats n'étaient pas au courant. Il a demandé de renvoyer le procès. Le juge avait insisté et Karim a eu un pic de tension. Bien sûr, il s'est effondré sur place. Il a été pris en charge dans la clinique de la cour elle-même. Après, le juge il a pris la décision de le juger. Donc, il a rendu, en absence de Karim, il a rendu le verdict d'1 année de prison. Et on sent ici cette volonté de la part du pouvoir de maintenir cet homme en prison. Et tout cet acharnement judiciaire depuis le 11 n'est qu'un signe que ce pouvoir veut casser cet homme. Il veut le casser moralement et physiquement et politiquement. Ils sont en train de tout faire pour l'éloigner du champ politique et l'empêcher d'exercer ce droit qui est le sien et le droit d'exercer de la politique. Azdine Toumi, merci, au plaisir de vous revoir. Donc, après ce dernier tour de micro, nous allons ouvrir le standard pour quelques appels et je reviens à Abdelhak Sarrab. Abdelhak Sarrab, merci d'être avec nous encore une fois. Merci à vous, Jamel. Alors, Abdelhak Sarrab, Tebboune donc nous dit je n'ai pas d'argument scientifique, personne ne me l'a dit, moi-même, mon intime conviction, quelque chose me dit que la fin avril, on sera débarrassé de ce fléau. Il l'a dit dans une allocution publique à l'ensemble des Algériens et il est supposé être le chef de l'État, le président de la République et il s'exprime donc ainsi, notre Nostradamus national. Qu'est-ce que vous en pensez que la fin avril, nous allons être débarrassés de ce fléau? Le problème, si jamais le dire, c'est que l'Algérie elle a été atteinte 1 mois après l'arrivée du virus en Europe. Oui. Les premiers cas sont apparus en Italie vers le 25 janvier. Vers le 31 janvier, il y a eu quelques cas en France. Et en Algérie, nous n'avons eu les premiers cas que vers le 25 février. Nous sommes en retard sur l'Europe d'1 mois. Or, si on calcule bien, le pic qui a été vécu par un pays comme la France, où tous les jours, il nous annonçait à peu près 1 millier de morts. Ce pic, il remonte à 2 semaines. Donc, si on rajoute 1 mois, le pic algérien... Il est à venir. Ça veut dire si c'est le même décalage, il arrivera avec 1 mois de retard par rapport à l'Europe, puisque la pandémie est arrivée en Algérie avec 1 mois de retard par rapport à l'Italie et à la France. Et là, j'ouvre une parenthèse. On serait un pays souverain. Sachant qu'il y a une épidémie en Chine, une autre en Italie et une autre en France. La première des choses, c'est de fermer l'espace aérien. Oui. Pourquoi les vols ont continué à desservir les aéroports algériens en provenance d'Italie, de France et de Chine? Oui. 1. 2. Comment ça se fait que les conseillers du président n'ont pas attiré son attention sur le fait que la pandémie est arrivée en Algérie avec 1 mois de retard par rapport à l'Italie et à la France? Donc, nos malheurs, nos véritables malheurs, malheureusement, n'ont pas encore commencé. Or, on demande au peuple de sortir. On a décidé de lever progressivement le déconfinement, ce qui est une erreur stratégique. Parce que devant une pandémie, on a 2 options. Soit on opte pour le curatif, c'est-à-dire soit le vaccin, soit le médicament, et sachant que le virus est inconnu, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas d'immunité acquise, et il n'y a pas de médicament, bien qu'on parle de la chloroquine, mais la chloroquine est un antipaludien qu'on est en train de bricoler pour voir un peu comment va réagir le coronavirus face à la chloroquine. Donc on n'a pas les moyens de faire un traitement curatif. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le traitement préventif, et qui dit prévention, dit confinement.
Et par ailleurs, il va falloir que les autorités algériennes, si ils ont encore un minimum de sens, qu'ils reviennent sur la décision. À quoi bon d'envoyer un jeune chez un coiffeur dans un salon de coiffure, sachant que 80% de la population est porteuse saine? Sur un ensemble de population, le virus ne touche avec des symptômes cliniques que 20%. 80% de la population est porteuse saine. Il y a le virus qui est là. Ça veut dire, pour expliquer aux non-initiés, ça veut dire je porte le virus, mais je n'en suis pas malade, mais par contre, je peux le transmettre. Voilà, et vous envoyez cette personne, vous lui demandez de ne plus se confiner, vous l'envoyez chez le coiffeur, il va contaminer tous ceux qui sont venus se couper les cheveux. Mais le problème, Abdelhak Serrab, c'est que chez nous, c'est un peu spécial. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande partie de la population algérienne qui n'a pas les moyens de se confiner. S'ils se confinent, ils meurent de faim, les gens. Et on dit qu'ils seraient au moins de 10 millions. Et d'un autre côté, le régime ne veut pas mettre la main à la poche, parce qu'il considère ses réserves de change comme étant sa propre survie à lui, pour acheter la paix sociale, pour continuer d'acheter la paix sociale demain lorsque la crise sera derrière nous. Comment faire dans ce cas? Comment faire? Comment obliger des gens à se confiner puisqu'on les condamne à mourir de faim? Mais commençons par le commencement. Votre invité d'Algérie vient de nous parler de notre ami Karim Tabou. Comment ça se fait, dans un pays où on ne peut pas assurer le traitement palliatif, et on ne peut pas assurer le traitement, curatif et préventif. On n'a pas les moyens de faire ni du curatif, ni du préventif. On a au moins les moyens de mobiliser le peuple algérien. Comment peut-on mobiliser un peuple en mettant en prison une partie de son élite? Mais qu'il commence déjà, dans un premier pas, de libérer des détenus d'opinion, des détenus politiques, pour au moins pouvoir mobiliser le peuple algérien. 1. 2. Comment voulez-vous qu'il gagne la confiance du peuple alors qu'il refuse de dégager ou de débloquer 1 à 2 milliards de dollars, une somme d'argent qui appartient au peuple algérien, pour assurer son confinement? Si on fait un confinement d'1 mois, une grande partie de la population sera sauvée. Pourquoi? Parce qu'en Italie, en France, ils n'ont pas encore atteint le pic, ils sont sur un plateau. Un plateau, pourquoi? Parce que le confinement a fait que la pandémie ne monte pas. Il n'y a pas de pic. On est aux alentours de 300, 200, 400 morts tous les jours. Si on déconfine, il va y avoir 1200 tous les jours. On peut faire ça en Algérie en débloquant 1 à 2 milliards de dollars et qu'on laisse les gens à la maison et qu'on finance leur confinement. Et c'est faisable. Alors, quels sont, avant de nous quitter, quels sont les conseils en ces temps de déconfinement incompréhensible? Quels sont les conseils que vous donnerez vous-même, que vous donneriez vous-même à nos compatriotes? La distanciation sociale, le confinement, on doit continuer à rester chez soi. On ne sort que s'il y a urgence. Tant qu'il n'y a pas d'urgence, il faut rester chez soi. Même si les autorités vous autorisent à sortir, ne sortez pas. Et si vous sortez, il faut qu'il y ait vraiment une raison urgente. Et si vous sortez, essayez, s'il n'y a pas de masque en pharmacie et dans les commerces, essayez de créer votre propre masque, de le fabriquer à la maison, un masque en tissu étanche. Vous le mettez à chaque fois que vous sortez et dès que vous êtes de retour, vous le lavez, vous le laissez sécher et vous l'utilisez le lendemain si vous êtes obligé de sortir. Donc la distanciation sociale, je ne serre la main de personne tant qu'il y a cette pandémie, je n'embrasse personne, j'essaie d'éviter de visiter les amis, la famille, j'essaie de garder toujours une distance, je me lave les mains régulièrement, j'essaie d'éviter de toucher mon visage régulièrement et tout ça c'est des moyens de confinement et le plus grand de ces confinements c'est de rester à la maison, rester à la maison, rester à la maison. Je tiens à vous dire qu'une nouvelle vient de tomber, on va me la confirmer dans un instant, que le gouvernement vient de décider de prolonger le confinement. On ne comprend plus, mais on va voir, mais tant mieux, si c'est le cas, tant mieux, tant mieux. C'est les effets de votre émission, si jamais le dire. Mais non, c'est tombé tout à l'heure, probablement. Merci beaucoup, au plaisir de vous revoir. Merci. Alors, Brahim Younsi, avant d'ouvrir le standard, Brahim Younsi, j'aimerais vous poser d'abord une petite question au sujet
de Kshida Wahid, qui vient donc d'être incarcéré. Pourquoi? Parce qu'il a publié un memes, comme on dit dans le langage Facebooker. Il a fait de l'humour. On l'a jeté en prison. C'est quand même gonflé hein, de profiter de ce corona pour... l'amendement pénal qui a été concocté vient d'être mis en application avec Kshida Wahid. De toutes les façons, la méthode du pouvoir est connue. C'est celle de la répression. C'est clair. J'allais dire, avant que vous n'annonciez qu'il a repoussé la date, prolongé le confinement, si c'est officiel. J'allais dire qu'il n'avait pas même la conscience en conflit. Est-ce que c'est ce conflit de conscience qui les a à un moment saisis pour proroger le confinement? Parce que ce pouvoir ne fonctionne pas seulement à la conscience, parce qu'il n'en a pas une conscience. Vient-il d'avoir une espèce de conscience pour dire qu'effectivement, il y aurait des milliers de morts si nous déconfinons, et déconfinons en plus tout de suite, qu'il y aurait des milliers de morts. Et ce serait effectivement le cas. Nous sommes devant une situation, et vous avez parlé des réserves de change. Justement, j'allais vous poser la question, vous tombez bien. Quoi que fasse le pouvoir illégitime, à la fin de la pandémie, il y aura quasiment $0 de réserve de change. Parce que l'économie américaine est dans une situation catastrophique. D'abord, il y a, comme nous le vivons d'ailleurs tous, une inflation qui galope. Les prix augmentent, notamment les prix des denrées de première nécessité, qui ont augmenté de beaucoup. Ensuite, il est vraisemblable, ce n'est pas à exclure, parce qu'il y a aussi la crise des monnaies. Il n'y a pas que la crise économique, il y a la crise des monnaies. Il est vraisemblable que Trump dévalue le dollar. Souvenez-vous de ce qui a été fait après la crise de 29. Quand je dis souvenez-vous, parce que vous avez certainement travaillé là-dessus, le New Deal de Franklin Roosevelt, la dévaluation du dollar, elle était de l'ordre de 40 à 50%. Je comprends ce que vous vouliez dire. Vous voulez dire que nos réserves vont fondre dans leur valeur. Il n'en restera que des face chiffres. Face à l'inflation que vivent les États-Unis, face à la dévaluation probable du dollar, parce que ça ne peut pas continuer comme cela pour les États-Unis. Ils n'ont plus les moyens eux-mêmes. Les États-Unis, et je crois que tout le monde le sait, sont à une dette maximale de plus de 21 000 milliards de dollars. Et ils sont encore en train de s'endetter. Le monde occidental, dont les économies étaient fortes jusqu'à maintenant, sont en train de s'effondrer, de s'écrouler. Alors, à côté de l'Algérie, avec un prix du baril qui est en train de chuter, je le répète, même si le ministre de l'énergie a parlé de coût de revient du prix du baril à $14, je le dis, je le redis, il est à $20,40. Et ça, c'est une agence norvégienne sérieuse qui donne les coûts de revient des prix du baril. Pourquoi ce régime n'est-il pas raisonnable? Pourquoi n'essaie-t-il pas de consacrer une partie de ses réserves maintenant, parce que c'est une question de vie ou de mort de tout un peuple, pour essayer de venir en aide aux plus démunis, au moins? Faut-il encore qu'il puisse les récupérer?
Vous savez, beaucoup d'économistes sont en train, parce que nous sommes en train de changer de monde. Et nous sommes surtout en train de changer de monde économique et de monde monétaire. Beaucoup d'économistes, y compris l'ancien président du FMI, Strauss-Kahn, pour ne pas le citer, parlent d'une monnaie mondiale et que cette monnaie mondiale serait déjà disponible d'une certaine manière, et on parle de mettre en activité les DTS, les droits de tirage spéciaux. Et parce que tous les pays, et le nôtre et d'autres, sont déjà endettés ou vont devoir s'endetter pour pouvoir maintenir leur économie à flot. Sinon, ce n'est pas possible. L'Algérie en particulier n'a plus les ressources qu'elle attendait, qu'elle espérait. Elle va recourir obligatoirement à l'endettement. Sinon, repasser par la planche à billets, ce qui va lui être extrêmement difficile. D'autres vont passer vraisemblablement par la planche à billets. Il n'est pas exclu que les États-Unis eux-mêmes passent par la planche à billets si l'on ne passe pas par un autre type de monnaie. Et beaucoup sont en train de travailler, de faire que les DTS, les droits de tirage spéciaux, servent dans cette crise. Brahim Younsi, merci infiniment. Abdelhak Sarrab, merci infiniment. Azdine Toumi, merci infiniment. Nous allons vous ouvrir le standard dans un petit instant. En effet, l'info vient de parvenir. Le confinement prolongé jusqu'au 14 mai prochain en Algérie, mais il est prolongé dans les dernières conditions. Ça veut dire avec ces mesures de déconfinement. Ça veut dire qu'il est prolongé comme il a été déconfiné, j'allais dire. Nous allons vous ouvrir le standard dans quelques instants, pour quelques appels seulement, puisqu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. À tout de suite. كمال من فرنسا، مرحبا بك سي كمال. السلام عليكم الاخ، واش راك لاباس؟ لاباس سي كمال، مرحبا بك. والله العظيم يا اخي غير هذه 3 شهور ونسيو نحكموا هذا الستوندار والو، سكايب نيميرو والو. صعيب يقولوا لنا. صح، بارك الله والله فيك. غير صعيب بزاف. ما فهمتش انا كيفاش الناس يعطينا هذا نور الدين هذا من الجزائر، كيفاش يقدر يحكمكم لا ريسيت يعطينا على 12 على 3 على 4. ولا ونقول لك يعني باش نهنيك، احنا رانا ما كانش بيستو مثلا هذا نعيطوا له احنا والله ما كانش. ما هضرتش على هذا الشيء خويا واسمك، لا ما هضرتش على هذا الشيء، سامبلومون ما عرفتش كيفاش بكل سهوله يحكمكم. زهر موشم. زهر على بالي موشم. والله العظيم غير استغربت على 3 على ويعقب 3 خطرات في النهار. واش حبيت نقول لك، انا حبيت ندخل برك على هذا كريم طابو، علاش ايزون روبورتي هذا لو بروسي. علاش حبوا يروبورتيوها تما، حبوا بلي روبور بشهرين 3 شهور حتى يدير العام هذاك اللي قالوا له. سي اون مانيير دو سي ونسلم بزاف على محمد، واحد اللي عيط البارح من الجزائر عجبني بزاف، سي ان فري زوديتور، قال لهم في الالمان 60 مليون 6 مينيست يجيريو 60 مليون. حنا عندنا 40 ما 40 مليون، بالك 35 مليون 40 مينيست، وكل مينيست عنده دي ديبونس انكرويابل، لا سيكوريتي، لا فواتور. الله يحيي هذاك الفم تاع محمد، ماشي محمد والله نسيت، حميد. وحبيت نقول في الجزائر راهم يحبوا يديروا دي ستارت اب، يدومونديو الدوله يعطيو لهم دراهم باش يديروا دي ستارت اب. دي ستارت اب سا صار ريان باسكو طومبوشي 3 4 عمال. بارك الله فيك. سامحني قطع الكلام، سامحني. معنا يوسف من يونس من تازمالت. مرحبا بك سي يونس. اهلا بك. الو ازو يا جمال. ازو فلاك. مرحبا بك يونس. يونس تازمالت. اهلا بك يونس من تازمالت. هذا كره فيروس كاش. كره فيروس كاش ناتورال و ارتيفيسيال. الي ارتيفيسيال. داروا لي بي بويسونس يتزوجوا شكون البروميير فيهم، صديق على الصين ولا امريكا ولا اوروب، يديروا شكون هما البروميير. تفضل نسمعوا فيك. الله يديروا شكون هما يجيو البروميير. الجيري سي ديفلوبمون. داكور.
اوكي. فيلو ما يقدروش يديروا، فيلو ما عندوش موتور. اسكو لقيت فيلو فابريكاسيون الجيري ما كانش. داروا هكذا وعلاش؟ باش الاوروب يحبوا يستعمروها سي فاسيل، سي فاسيل باش يستعمروها. فهمتني؟ نعم. Alors, l'Algérie, ça ne concerne pas le coronavirus. Ça concerne les pays puissants. Oui. Quand l'Algérie, c'est un pays sous-développé, alors on est allé. Ça ne concerne pas le coronavirus, ça concerne les pays puissants. Voilà. بارك الله فيك سي يونس. معنا بالقاسم من تيزي وزو. بالقاسم. السلام عليكم. السلام عليكم جمال الدين. وعليكم السلام بالقاسم. اهلا بك سي بالقاسم. لاباس والله لاباس الحمد لله بارك فيك. الحمد لله. هذه غيبه من الوقت المغربيه ما عاود تعيط حتى الخطره. لا راني نفوت الايامات راني في الوراس تي في يعني نفوت عندي ايامات درك. نتبعك 24 سير 24. نعم. قلت لك راني نتبعك 24 سير 24 جمال الدين كل يوم. بارك الله فيك خويا ربي يعيشك. باسكو انا فيتي لا سيتيام موني تاع المغربيه من تما ما عاود تعيط. دوماج. مرحبا بك مالا. الوغ كاسكو بونسي دي كونفينمون هذا؟ جمال الدين انا جو تروف كو يا ان سيرتان دونجي et le choc sera d'une répercussion énorme au niveau des populations. C'est un peu rapide. On n'est pas habitué à avoir une liberté totale. De toute façon, on a des libertés conditionnelles. Surtout que les commerces, la majorité des commerces ont réouvert leurs portes. Donc on s'attend au pire. Sauf que Rabbi la shakfina. On n'a pas les moyens aussi à Jamal Din. نعم نعم. وحبيت انا اذا تسمح لي تفضل. انا بغيت نهضر على لي ديتوني دوبينيون كو malheureusement c'est des victimes parce que derrière ça il y a des gens qui sont d'une importance énorme sont en liberté totale et n'ont aucun problème. Et que après le déconfinement nous allons étudier la question de récupérer le terrain afin de continuer le combat. بارك الله فيك سي بالقاسم. ميرسي. شكون معنا؟ محمد من الجزائر. مرحبا بك سي محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد. مرحبا سيدي. سي بن شنو يرحم والديك كيف نمشوا مع هذه المصيبه هذه اللي راهي معنا اللي راهي تحكم فينا. ما نقدروش نديروا حاجه كيفاه باش الشعب ينوض والشعب يتكر والشعب يخدم على روحه. بور لو مومون غير نستروا رواحنا نقعدوا في ديارنا بور لو مومون ساعه ومن بعد نشوفوا. خاطر يرحم والديك نعم. هما راهم كل يوم يصدموا كل يوم يشتيو. وي. وراهو حنا حنا الشعب رانا واش حاب نقول لك حتى انا كرهنا روحنا من هاد العباد هادو. وي. هاي مصيبه كبيره. راهم فارغين هما سيدي لاش. C'est des vides. Il n'a aucune autorité, il n'a aucune arme, aucune. هادوما يحكموا فينا. وي. بارك الله فيك سي محمد. ناخذ اخر مكالمه. بوزيد من الجزائر. مرحبا بك سي بوزيد. السلام عليكم. صحة بوشنوف. صحة رمضانك. صحة رمضانك خويا بوزيد. مرحبا بك. الله يسلمك الله يسلمك. ياو هذه الإصابة هذه ما تحبش الشعب تاعها ما تحبهاش ما تحبش الشعب تاعها هذه من الضربة تاع الكولورا هذه هي كانت تحوس عليها. حلوا لنا المطارات حلوا لنا البابورات حلوا كلش وكي شافوا الشعب تواسع تاع الحيرة كذا ولا يحكم الدار تاعو شافوا ما كاش الموت زادوا عاودوا داروا هذا كذا ما يحبوش الشعب
هادو من 62 ما يحبوش الشعب الجزائري، هادو عصابه، هادو كبرانات تاع فرنسا، هادو لهم دينهم ولنا ديننا. الرب كما يقول لك لهم دينهم ولنا ديننا، او قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. او خلاص الحراك لازم يفهم، نقعدوا في ديارنا عندنا اطباء هم ينصحوا فينا، نقعدوا في الدار ونصبروا يا سيدي. او يحبوا يقتلونا درع وراهم يخطوا لنا ويخطط لهم ربي سبحانه. هذه كارثه، هادو ماشي تاعنا هادو. وان شاء الله يروح المرض علينا هادو ونوروا لهم من بعد في الميدان ان شاء الله الحراك ونوجدوا روحنا. وتحيا الجزائر ويحيا الاحرار وان شاء الله نسلم على علي بالحاج وكريم طابو ان شاء الله يا ربي يطلق سراحهم. وان شاء الله المساجين كاع من التسعينات حتى تاع الحراك كذا يطلق ربي سراحهم وان شاء الله. وتحيا الجزائر وبارك الله فيك وصحة رمضانك وصحة رمضانك وصحة فطورك وبارك الله فيكم كامل اللي عيطتوا لنا، كثر خيركم. الحصة كملت. واش نقول لكم خوتي خواتاتي، يعني بلا ما نقول لكم انا فاهمين كل ما في بعضنا البعض باللي الحل الوحيد اللي بقى لنا هو ما نجموا نتكلوا الا على نفوسنا. احنا يعني خارجين ربي عريانين يكسينا كما يقولوا، ما كانش اللي يحمينا وما كانش اللي يدافع علينا وما كانش اللي يقوم بنا. لا احنا برك نقوموا برواحنا وندافعوا على رواحنا. هذوك خاوتنا اللي الله غلب عليهم نحاولوا نعاونوهم قد ما نقدروا باش ما يخرجوش من ديارهم. وحنا اللي مثلا الواحد اللي عنده لي موين باش يقعد في دارو يقعد في دارو، وهذا هو لو سول موين ديفيتي لا بروباغاسيون. باسكو اون سي با، بالك تبون عنده الحق ابخي تو بوتيتر سي ني با اكسكلو توتالمون، بالك ليبيديمي تحبس وحدها. صرات في التاريخ de grandes épidémies comme des épidémies de la peste par exemple qui ont tué des millions, des centaines de millions قلت له وما حبسوا. Donc c'est possible تحبس، mais c'est possible aussi qu'elle va déferler sur l'Algérie comme un tsunami. C'est possible que ما نعودوش نسمعوا بعيد الشر أو زوج موتى اليوم 20. C'est possible que ce soit beaucoup plus grave. Donc باش تحافظوا على عائلاتكم وعلى وليداتكم ونفوسكم والناس الثاني الاخرين. بالك انني عندي الكوفيد وما على باليش، على الاقل ما نقتلش الناس معايا، نقعد في داري. دونك restons chez nous, essayons de lutter à notre façon et selon nos moyens, nos maigres moyens, ونعاونوا بعضنا surtout التضامن مع بعضنا البعض، مع الناس اللي ضعاف ظرفيا قادرين كل نضعف un jour ou l'autre. Ça peut arriver à n'importe qui. بقاو على خير بالسلامة وصحة فطوركم.